si vous nous rejoignez, c'est que vous avez peut-être, et nous l'espérons, passé un petit peu de temps sur les précédents épisodes de cette série dans laquelle nous avons tenté de dresser, non pas un portrait robot, mais plutôt une typologie des différents profils de managers. Et nous sommes partis évidemment d'une grille qui n'a pas la prétention d'être définitive, mais qui est en tout cas un bon outil de pensée, qui nous a aidé à conceptualiser un petit peu. Et nous avons parlé, donc grâce à Jean-Paul Lugan, du manager dit traditionnel, du manager dit épanoui, du manager sclérosé. Il nous propose un quatrième profil type, source de réflexion et de débat, je suppose, qui est le manager instrumentalisé. Je pense que la plupart d'entre vous allez peut-être vous reconnaître dans celui-là, parce que épanoui, c'est un peu fort comme mot, on est tous un peu dans le mal-être. Bon, sclérosé, c'est peut-être too much, et j'avoue, ça fait un peu peur, et l'étude d'ailleurs avait elle-même qu'il y en a peut-être grosso modo que 20%. Manager, donc l'autre qui était le traditionnel, là aussi peut-être pas très flatteur. Instrumentalisé, moi, comme ça, intuitivement, j'ai l'impression que beaucoup vont se reconnaître là-dedans, non ? En tout cas, 13% se sont reconnus comme étant des managers instrumentalisés. Ce sont des managers qui sont isolés, voire abandonnés. Abandonnés d'abord à leur sort, à gérer une équipe. Abandonnés aussi d'une stratégie d'entreprise en tant que telle. Pourquoi ? Parce que leur fonction est vraiment accessoire. Elle n'est pas principale. Et donc, c'est à ce titre qu'on a des managers qui font leur boulot, mais sans opportunité d'évolution, sans opportunité de faire avancer l'équipe, sans moyens pour faire avancer l'équipe et pour assurer la cohésion de l'équipe. Alors, donc le manager instrumentalisé, c'est celui qu'on aurait pu appeler le manager solitaire. Oui, c'est le manager qui est purement et simplement qu'un instrument. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a en quelque sorte cloisonné et qu'il n'a pas d'outil de communication en sus de ne pas avoir suffisamment de moyens ? Absolument, c'est uniquement un outil. Alors on va plutôt le trouver dans des secteurs qui sont peu communicants, plutôt traditionnels, non ? Oui, où la fonction en tant que telle n'est pas considérée, n'est pas du tout considérée. D'accord. Alors, la déconsidération, est-ce que c'est quelque chose qui se quantifie en entreprise ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'explore ? Est-ce que c'est un concept qu'il faut expliquer aux DRH, aux comités exécutifs, en leur disant « Attention, vous avez des managers isolés, des managers dits instrumentalisés ». Alors pour cela, il faudrait déjà que la DRH fasse partie du comité de direction, ce qui est loin d'être le cas. Ah, alors là, je m'excuse parce qu'effectivement, j'ai lancé un autre débat. Voilà, c'est un autre débat, mais encore une fois, on est là avec Jean-Paul pour essayer d'appeler un chat un chat. Donc il faut arrêter de tourner autour du pot. Déjà, pour que l'humain soit important dans l'entreprise... Donc la DRH est elle-même isolée, instrumentalisée. S'il y a quelqu'un qui est instrumentalisé dans une entreprise, c'est la DRH, par définition. Ça, c'est le constat numéro 1. J'ai rencontré dans des ateliers qui ont duré dans des grandes entreprises, dans des grandes organisations patronales, on a travaillé pendant 2 ans sur l'entreprise d'après la crise. Et on a reçu des grands PDG du CAC 40 qui nous ont parlé de l'entreprise après la crise. Et un de ces PDG-là, très connu, que je ne citerai pas bien entendu, a éclaté un jour en sanglots. Encore une fois, regardez l'émotion. Il a éclaté en sanglots, parce qu'il avait affaire à ses pairs, on était tous des PDG ou anciens PDG. Et il nous a dit, je ne peux pas aborder le sujet du social dans mon conseil d'administration. C'est un mot interdit. Déjà. Alors là, c'est un PDG, c'est une entreprise patronale de progrès social dont je parle. Donc, effectivement, il avait une fibre où l'humain était important. Mais dans le comité exécutif, je cite souvent l'exemple d'un grand constructeur automobile qui, la DRH, n'est pas dans le comité exécutif et elle n'est que dans le comité de direction. Bien. Et l'évaluation de la performance individuelle des cadres supérieurs de cette entreprise n'est basée que sur des indicateurs de performance de gestion. 0 indicateur de performance sociale ou de performance socio-économique. Un grand constructeur européen. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le poisson, il pourrit par la tête. Si la tête, elle considère que la DRH, c'est secondaire, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à la limite, on est des bons petits soldats, des bons petits missionnaires, mais on est un peu des doux rêveurs, Jean-Paul et Frédéric. Mais c'est ça la réalité des choses. C'est vraiment ça la réalité des choses. Alors déjà, si on ne place pas la DRH au bon niveau, mais encore une fois, puisqu'on parle de développement personnel, la DRH doit faire aussi, le DRH, un travail de développement personnel. Il faut qu'il ait le courage d'affronter les financiers et la direction générale. Or, la plus souvent, ils ont peur. Donc, ils utilisent
Il se dit, bah, moi, la performance, la gestion, la finance, j'aime pas bien, donc je vais rester dans le subjectif, dans l'évaluation, dans le questionnaire. Je ne vais pas rentrer vraiment dans des notions de performance véritablement opérationnelles. Et donc, ils n'ont pas le courage d'aller là-bas. Et quelque part, les indicateurs socio-économiques comme les BIT, comme l'IBET par exemple, c'était bon pour les aider à affronter, à avoir une représentation de la performance socio-organisationnelle de la partie prenante interne. Alors pour ceux qui arriveraient là pour la première fois, l'IBET, qui a été rapidement dit, c'est l'indice de bien-être au travail créé par Mazars Consulting. Voilà. Donc maintenant, ce que je n'ai pas compris dans la définition du manager instrumentalisé, a priori quand on dit instrumentalisé, c'est qu'on a un but, on a un objectif derrière la tête. Et peut-être justement de le cloisonner et voilà. de l'empêcher de faire preuve de courage là où on ne voudrait pas qu'il s'exprime trop. Dans la définition qu'a donnée Jean-Paul, c'est pas suffisant. Donc il manque une partie. C'est-à-dire c'est un manager qu'on isole parce qu'on veut l'isoler. Il devient solitaire et on l'instrumentalise dans le sens où on veut qu'il s'isole. Mais c'est-à-dire on ne peut pas instrumentaliser sans avoir un but. En tout cas, ce qui est important et que moi je retiens pour ce plateau, c'est le on. Le on veut, puisque ça n'est pas un je suis instrumentalisé, je suis solitaire parce que je me laisse faire ou parce que il y a quand même là, pour une fois, c'est particulièrement légitime. Il y a quand même une volonté qui vient de l'extérieur et il y a quand même une victime qui est le manager que l'on a justement instrumentalisé. Dans cette définition-là. Aujourd'hui, je rejoins totalement Victor. Je parlerai d'un avionneur français où effectivement, seulement en 98, le DRH est rentré au comité de direction et pas au comité exécutif. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous avez un tas de pans de l'entreprise qui sont purement instrumentalisés. L'environnement, où on fait du vernis finalement. On crée des départements environnementaux et la personne n'a pas, elle est vraiment... Aucun pouvoir. Aucun pouvoir, pas de moyens, et on sait pertinemment que tout le discours qu'elle tient, c'est purement un vernis, de la vitrine. C'est pareil pour la DRH. La DRH est-elle stratégique ou purement administrative? Voilà. Et là, on est dans l'instrumentalisation. Voilà. Eh bien, messieurs, je vous propose de clôturer là cette définition éclairante du manager, qui nous permet de commencer à brosser non pas des profils types, mais une typologie qui aide chacun à se situer. Juste pour être clair, vous ne pouvez pas être plusieurs types de managers en même temps. On ne peut pas être à la fois épanoui et instrumentalisé, sclérosé et traditionnel. Quoique si jamais ça vous arrive, c'est que vous êtes très mal. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre retour, votre analyse, à nous influencer parce que nous sommes heureux et fiers d'être influençables. Et ça nous permettra d'approfondir cette ligne éditoriale avec votre aide. À bientôt.